Bon, bah, il est 16h01, c'est parfait. Alors c'est un très grand honneur d'animer et de modérer cette carte blanche à la 27e édition des Rendez-vous de l'Histoire de Blois, sur un thème ô combien dans le sujet de la ville, la cité et la gauche de 1870 à nos jours. Et vous avez de la chance, aujourd'hui vous avez 4 intervenants de très haute qualité pour échanger là-dessus. D'abord, Monsieur le Président et député de la Corrèze, François Hollande. Vous signez aux éditions Perrin Le défi de gouverner, la gauche et le pouvoir de l'affaire Dreyfus jusqu'à nos jours. Et c'est un livre pensé comme un livre des fiertés de la gauche et en même temps un outil pour réfléchir sur son avenir aujourd'hui. Monsieur le Président du comité scientifique de la Fondation Charles de Gaulle, Arnaud Tessier, vous avez publié dernièrement un livre qui s'appelle Charles de Gaulle, l'angoisse et la grandeur. Et si je ne m'abuse, votre pari, c'est de sonder le cœur et les reins de Charles pour comprendre les actions de Gaulle. Monsieur le professeur Michel Vinocq, vous vous penchez sur les grands enterrements de la Troisième République dans un ouvrage au titre Espiègle, un petit trait d'humour, Pompe funèbre, les morts illustres 1870-1914, où vous montrez comment la Troisième République a absorbé l'imaginaire monarchique à travers les funérailles de citoyennes et de citoyens majeurs, comme Jean Jaurès. Transition magnifique, Jean Numa Ducange, professeur à l'université de Rouen, vous vous consacrez donc à Jaurès une grande biographie qui renouvelle en profondeur la connaissance du personnage à la lumière de nouvelles sources européennes et d'archives de police, à l'occasion justement du centenaire de l'entrée de Jean Jaurès au Panthéon. Et donc, avant de passer la parole à ces intervenants de haute qualité que vous êtes impatients d'écouter, je vais juste revenir rapidement sur les termes et les bandes du sujet, donc la cité et la gauche de 1870 à nos jours. Alors, donc, la cité, c'est pas la ville, c'est l'ensemble des citoyens, et ça embrasse l'ensemble de la communauté politique, urbaine ou rurale, et c'est aussi un type d'habitat. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la signification politique du terme de cité. Alors, la gauche, nous n'avons qu'une heure. Donc, on va aller très vite. En quelques mots, on peut identifier la gauche au socialisme, qui défend l'égalité entre tous les citoyens, ou au communisme, qui vise l'abolition de la propriété privée et la disparition des classes sociales. Donc, quand on parle de la gauche, on va bien sûr parler des gauches aujourd'hui. Et puis, alors, enfin, de 1870 à nos jours, j'ai compté 154 années, 3 républiques, 46 présidents du Conseil de la République et une multitude de conquêtes et ou de luttes sociales dans des contextes économiques et sociaux très divers. On a la Belle Époque, les 2 guerres mondiales, la décolonisation, les 30 glorieuses et les 50 dernières années marquées par le sacre de l'individu, la globalisation. C'est très riche, mais à travers toutes ces époques, une constante, le dilemme de la gauche et de ses représentants sur leur vocation. Rejeter ou exercer le pouvoir, réforme ou révolution. Donc avant d'entrer dans le vif, on va entrer dans le vif du sujet, et pour ce faire, messieurs, je vous propose qu'on arpente une galerie de portraits des grands personnages de gauche de la période. Et Monsieur le Président, je voulais d'abord vous faire parler de Waldeck-Rousseau. Je craignais que vous vouliez me faire parler de moi, donc j'étais un peu inquiet. Même si je ne suis pas encore dans les pompes funèbres de Michel Vinocq, mais que je n'ai pas encore la statue ni de Gaulle, si tant est qu'on puisse le raccrocher dans cette histoire-là, ni de Jaurès. Mais Waldeck-Rousseau, oui, c'est un personnage assez méconnu de nos contemporains et qui pourtant a été essentiel à certains moments de la République. Et je cite notamment la période qui a fait en sorte que l'affaire Dreyfus puisse trouver une partie de son dénouement. En 1899, il y a à ce moment-là un grand débat pour savoir si
il faut un gouvernement qui puisse être élargi, de large composition avec des personnalités qui puissent lui donner une assise permettant de régler l'affaire Dreyfus et de pouvoir avancer vers d'autres réformes. Et c'est Waldeck-Rousseau qui va se trouver être l'homme de cette situation. Il est déjà connu, il a fait une loi sur le syndicalisme qui a été tout à fait salué. Puis ensuite, il est parti en dehors de la politique, il est devenu un grand avocat et il a été repris par le démon de la politique et il revient et il est nommé président du Conseil. Et il va donc associer, pour la première fois dans l'histoire de la République, un socialiste à un gouvernement. Et ça a été un grand débat au sein de la gauche de l'époque, qui était essentiellement socialiste, mais enfin avec des sensibilités très différentes. Et grand débat de l'époque pour savoir si c'est acceptable qu'un socialiste vienne dans un gouvernement bourgeois. Ce socialiste s'appelait Alexandre Millerand, il a après été... il avait une vie qui l'a conduit un peu plus à droite, toujours plus à droite, et il a été président de la République, et il a été chassé par le cartel des gauches. Comme quoi, on peut quelquefois commencer à gauche et terminer bien à droite, ça peut arriver. L'inverse est assez rare, il faut bien le dire. Mais donc, Waldeck-Rousseau appelle Millerand, et il y a tout un débat au sein du mouvement socialiste de l'époque. Jaurès n'est plus député à ce moment-là, il a été battu. Donc il est dans une position un peu extérieure. Il dit, moi je soutiens la démarche d'Alexandre Millerand, qui était lui parlementaire depuis plusieurs années. Il a raison d'aller dans ce gouvernement bourgeois parce que Jaurès considère que la défense de Dreyfus, c'est la défense de l'humanité souffrante. Il faut donc mettre de côté la lutte révolutionnaire ou l'action sociale pour donner priorité à l'innocence de Dreyfus. Et d'autres, comme Gued, disent... Gued, c'est le Mélenchon de l'époque, donc Gued dit bah non, on ne peut pas donner ainsi un quitus à un gouvernement qui ne va pas changer l'ordre établi, qui va au contraire même être un gouvernement qui ne va pas changer les règles sociales. Ce qui est faux d'ailleurs parce que Millerand fera des lois, fera adopter des lois sur le temps de travail qui seront considérées comme progressistes. Et dans ce gouvernement, il y a un personnage qui s'appelle Gallifet, qui a été le sabreur de la Commune. Et donc, pour beaucoup, c'est de dire quand même, c'est pas possible qu'un socialiste vienne se commettre avec un massacreur de la Commune. Et malgré tout, Waldeck-Rousseau arrive à faire cette unité. Et Waldeck-Rousseau va rester presque 3 ans au gouvernement et faire de grandes réformes. Et puis ensuite, il va même gagner les élections. Mais comme il n'avait pas un parti très puissant et que c'était les radicaux qui étaient les plus importants, il s'efface et il meurt quelques mois plus tard d'un cancer du pancréas. Et donc, il ne reste dans la mémoire collective que le nom de Waldeck. Et l'histoire raconte, je ne sais pas si elle est vraie, que Waldeck-Rochet, que personne ne connaît aujourd'hui, qui a été responsable communiste après Maurice Thorez, eh bien ses parents l'avaient appelé Waldeck parce que c'était Waldeck-Rousseau. Et dans la mémoire collective, mémoire qui s'est effacée aujourd'hui, Waldeck-Rousseau, c'était l'homme qui avait gouverné pour l'innocence de Dreyfus, pour la loi sur la limitation du temps de travail, et aussi qui avait commencé à préparer, ensuite ça sera Émile Combes qui ira jusqu'au bout, et Jaurès, la loi sur la laïcité. Voilà, il y a des personnages comme ça qui, dans notre histoire, ne sont pas classés à gauche. Waldeck-Rousseau n'est pas un homme de gauche, c'est un républicain. Mais à l'époque, il était sûrement considéré comme un homme du centre-gauche. Voilà, si vous voulez faire des comparaisons, c'était pas tout à fait le gouvernement Barnier, si vous voulez. C'était ça la comparaison qu'on peut donner. On peut faire une composition, on peut faire une concentration, on peut faire une alliance, mais c'était là une alliance large. Et ils avaient un point commun, c'est que c'était des républicains. Merci beaucoup. Donc, si j'ai bien compris, Waldeck-Rousseau est un homme de synthèse. Et vous nous avez parlé de Jean Jaurès, de l'affaire Dreyfus, qui est quand même un grand moment de division de l'opinion publique.
Donc Jaurès, défenseur de Dreyfus. Jaurès assassiné aussi et célébré dans de grandes funérailles. Donc Jean-Dumas Ducange, Michel Vinocq, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce personnage et sa mémoire? Vous voulez que je parle, moi, de Jaurès, alors qu'il y a le biographe à côté? Non, vous échangiez ensemble. Bon, alors, voilà, je voudrais porter ma réflexion sur l'idée de gauche. Est-ce que ça existe, la gauche? Parce que je connais une gauche socialiste, une gauche communiste, une gauche radicale socialiste, une gauche anarchiste, une gauche syndicale, une gauche intellectuelle. Est-ce que tout cela forme une gauche? C'est la question. François Hollande, dans son livre, reconnaît, pour simplifier les choses, qu'il y en a deux, n'est-ce pas? Et qu'il y en a deux dans la continuité. Et je voudrais préciser cela, parce que ça reste d'une actualité profonde. Prenons le début de l'histoire de la gauche, non pas ses origines, mais aux origines de la Troisième République. Là, nous avons à peu près une identité de gauche unanime, c'est la République. Il s'agit de créer, fonder la République contre une majorité qui était monarchiste. Et donc c'est tout un travail d'unité de la gauche qui va avoir son point d'apothéose avec la crise du 16 mai contre MacMahon, lorsque tous les groupes de gauche s'unissent pour l'emporter sur la réaction, comme on disait. Là, il y a un grand moment d'unité de la gauche. Et cette gauche qui est pourtant déjà divisée en radicaux, opportunisme, etc., qui n'est pas vraiment unie, cette gauche va être cassée par l'arrivée du socialisme. Parce que le mouvement socialiste, qui fait sa percée en 1893 au Parlement, va être unifié en 1905 avec la fondation de la SFIO. Or, que dit la SFIO? Le fondement de la SFIO, c'est premièrement la lutte des classes, la révolution, le refus, contrairement à ce qu'avait dit Jaurès avec Waldeck-Rousseau, de participer à un gouvernement bourgeois. Eh bien, à partir de cette date, 1905, et jusqu'à nos jours, nous aurons deux gauches. Une gauche avec des avatars, avec évidemment des changements de programme. Il y aura entre-temps l'arrivée du Parti communiste qui va encore compliquer les choses. Mais précisément, il y aura tout le temps une gauche qui accepte le système. Je veux dire par là l'économie de marché, la libre entreprise, avec évidemment un projet social. Cette gauche-là, elle va être toujours en opposition avec une gauche qu'on appelle révolutionnaire, qu'on appelle tout ce qu'on veut, mais en tout cas, il n'y a pas d'unité. Et Léon Blum, qui évoluera du reste dans ses idées, pouvait dire en 1924 aux radicaux, une grande chose nous sépare à tout jamais, la question de la propriété. Oui. Donc là, nous avons vraiment, je dirais, le noyau de ce qui sépare les deux gauches. Une gauche qui accepte, grosso modo, la Constitution, les institutions, quitte évidemment à les modifier par la loi, et avec un programme social réformiste, et puis au contraire, une gauche qui reste sur des positions révolutionnaires. Eh bien, avec tous ces avatars, je crois qu'elle sait, cette opposition, à continuer, à se perpétuer, jusqu'au mandat de François Hollande, qui a eu affaire, n'est-ce pas, à des frondeurs qui, au fond, étaient les descendants, si vous voulez, de cette gauche radicale, alors qu'en face de lui, il y avait un président et un gouvernement qui étaient volontairement, qui acceptaient ce qu'on appelle le compromis social-démocrate. Alors, oui.
je n'ai pas parlé de Jaurès parce qu'évidemment, Jean Dumas, du camp, je vais vous en parler sans doute, mais voyez-vous, j'ai voulu simplement montrer que le Jaurès que nous évoquons avec Waldeck-Rousseau a dû se rallier en 1905 à la ligne de Gued. Mais néanmoins, peu à peu, il a regagné en influence, en autorité. Et je vous donnerai un exemple précis des deux comportements entre la gauche jaurétienne, le socialisme jaurétien et le socialisme guédiste. C'est la loi sur les retraites ouvrières. En 1910, une loi sur les retraites ouvrières est présentée. Que fait Jules Gued? Non, on ne vote pas cette loi qui est tout à fait insuffisante, etc. Et Jaurès dit, au contraire, il faut la voter, car chaque réforme, pas à pas, eh bien, nous évoluons vers l'idéal révolutionnaire. Voilà, en 1910. Donc, il est temps de revenir sur Jaurès. La question qu'on pourrait se poser légitimement, au vu de ce que vous venez de dire l'un et l'autre, c'est finalement pourquoi Jaurès s'est quand même allié avec un certain nombre de gens avec lesquels il n'était pas d'accord. Et apprendre Jaurès dans sa globalité, c'est finalement un personnage relativement détonnant sur un certain nombre de points. Alors qu'évidemment, il est très connu, il a des noms de rues partout, des ensembles scolaires. Donc on se dit, Jaurès, voilà, c'est le fondateur de la gauche, du Parti socialiste. Bon, il a passé des compromis, comme un certain nombre de gens, etc. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi Jaurès, en 1905, comme ça vient d'être rappelé très justement par Michel Vinocq, il s'est allié à ces guédistes, et pourquoi, finalement, jusqu'à sa mort, il est resté avec eux. Et c'est assez intéressant, je crois, de comprendre pourquoi, parce qu'il avait d'autres choix, Jaurès, à l'époque. Je me souviens, il y a une dizaine d'années, si je ne me dis pas de bêtises, c'était Vincent Payon qui disait, et il connaît très bien, et c'était pas idiot, il disait, mais finalement, le compromis qu'a passé Jaurès avec Gued a fait beaucoup de mal à la gauche, parce que Jaurès avait peut-être un autre choix à l'époque, qui aurait été, bon, on va faire de la politique fiction, de faire une sorte d'organisation ou de faire l'aile gauche des radicaux, mettons, voilà. D'ailleurs, certains de ses amis socialistes, certains Aristide Briand, qui va connaître ensuite une grande trajectoire politique entre deux guerres, refuseront d'aller à la SFIO et de le suivre. Alors, quelle est la démarche de Jaurès par rapport à cela? Jaurès est à l'origine un républicain modéré, si vous voulez, proche des idées de Jules Ferry, opportuniste, comme on disait à ce moment-là, qui aurait pu rester un notable républicain, ferriste, dans le Tarn, qui n'était pas forcément prédestiné à faire le chemin vers le socialisme, comme on l'a dit parfois. C'est pas forcément évident à interpréter, il y a plusieurs éléments. D'abord, une démarche intellectuelle. Jaurès est un intellectuel, c'est un philosophe, agrégé de philosophie, il découvre la philosophie allemande, donc toute cette philosophie allemande, Hegel, Marx l'intéresse beaucoup, intellectuellement, et puis il découvre la question sociale, notamment dans le Tarn, les fameux, pour ceux qui connaissent, mineurs de Carmaux, c'est une région très ouvrière à ce moment-là, et il va chercher à lier la République, la gauche et la question sociale. Et effectivement, vous avez raison d'avoir commencé sur le côté qu'est-ce que la gauche ? Parce que beaucoup de socialistes ne voulaient pas forcément au départ, et c'était encore plus vrai à la CGT, se dire de gauche. Parce que gauche-droite, tout ça, c'est le Parlement, c'est les bourgeois, les parlementaires, les politiques. Moi, ça ne me concerne pas. Et Jaurès voit bien, que ce soit du côté des guédistes ou du côté de la CGT, que si tous ces gens, si j'ose dire, ne pèsent pas nécessairement beaucoup électoralement, le socialisme est groupusculaire au niveau électoral à la fin du 19e siècle, quand Jaurès devient socialiste, eh bien, ils incarnent malgré tout une forme de radicalité, un certain esprit, et une implantation, même la Fédération du Nord, qui va jouer un grand rôle dans la fédération du Parti socialiste. Et donc Jaurès ne voudra jamais totalement se détacher d'eux, parce qu'il pense qu'ils représentent quelque chose au sein du mouvement ouvrier, de la gauche, du socialisme, avec lesquels on peut partager un certain nombre de choses. Et là où la démarche de Jaurès est intéressante, c'est que, certes, il fait des compromis, absolument. C'est un homme d'alliance. Quand je disais qu'il était détonnant, c'est sur deux choses, à mon avis, pour aller vite. Il va très loin dans les alliances, ce qu'a rappelé François Hollande. Ça n'est pas du tout de soi de soutenir Waldeck-Rousseau, qui aujourd'hui apparaîtrait comme, oui, maximum au centre-gauche. Il va continuer ensuite, entre 1902 et 1905, à s'allier, entre guillemets, à des républicains bourgeois, mais il va parvenir à convaincre beaucoup de députés proches de Gued et autres de voter avec lui les lois de laïcisation, par exemple. Donc il est là-dedans. Et d'un autre côté, il pense que
tout ce qui est marxisme, lutte de classe, etc. Il ne l'est évidemment pas comme Gued, et là il y a des divergences très profondes, mais il pense qu'il y a un outil analytique. Il faut voir que c'est un intellectuel pour qui la question sociale n'allait pas de soi. Donc l'idée qu'il existe des classes sociales, l'idée qu'il existe des antagonismes, eh bien, pour Jaurès, d'une certaine manière, ça compte. Et je crois que Jaurès, alors je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues et le président, mais Jaurès est un peu impressionné par eux, d'une certaine manière, par les guédistes, par la CGT, parce que la CGT, elle organise des grèves, elle est puissante. Pardon ? Non, c'est pas des guédistes, c'est pas la même chose, je sais bien, mais c'est ceux qui sont à sa gauche, pourrait-on dire. Et ils se détestent entre eux, mais ça, c'est habituel dans l'histoire de la gauche, même quand vous êtes à gauche de quelqu'un, bien. Donc, vous avez ces différentes sensibilités, et fondamentalement, si Jaurès pense qu'il faut continuer à discuter avec eux, alors même qu'ils ont été en divergence sur les alliances, alors même qu'ils ont été en divergence sur la question de l'affaire Dreyfus, eh bien, il y a un certain esprit du socialisme de ce côté-là. Donc, il faut essayer de créer un parti et de le faire vivre avec. Alors, c'est pas évident. Et puis, comme vous le savez, Jaurès est mort en 1914. J'ai à ma gauche un spécialiste de De Gaulle. De Gaulle est peut-être la figure la plus connue à droite et au-delà au niveau national. On peut le mettre en rapport avec Jaurès, sauf que la grosse différence, c'est qu'évidemment, Jaurès, lui, n'a jamais gouverné, nous léguant un héritage complexe. Il a été évidemment très présent dans la délégation des gauches. Il a soutenu des gouvernements, des alliances, mais jamais ministre ou quoi que ce soit, donc vice-président de la Chambre à un moment donné, mais voilà. Donc non, il lègue un héritage qui peut être tiré dans différents sens, pourrait-on dire. Mais voilà, vu ce qui avait été dit, je tenais à préciser cela parce que Jaurès, finalement, je pense sincèrement qu'il aurait pu faire d'autres choix, mais il s'est dit que du côté de la question sociale, de la question ouvrière, d'une certaine conflictualité, tout ça existait, et que le meilleur moyen d'intégrer cette dimension-là dans le socialisme, dans la République, c'était de faire la SFIO avec eux, en dépit des nombreuses divergences qu'ils avaient sur un certain nombre de points. Donc je crois que cet esprit jaurésien-là, qui est un peu contradictoire par certains aspects, qu'on peut tirer dans différents sens, est important à rappeler pour comprendre effectivement la suite des événements. Merci infiniment. Alors vous avez évoqué dans votre réponse la question sociale, le socialisme, que Jaurès opère une forme de synthèse. Du coup, moi, ça me fait penser à Léon Blum, petit fondu enchaîné. Et je crois, Monsieur le Président, que vous vouliez aussi reparler de Jaurès. Oui, pour répondre aux deux intervenants. Pourquoi Jaurès, en 1905, finalement accepte de renoncer à ce qui était une pratique pour lui, c'est-à-dire un soutien des gouvernements républicains, sans participation, mais avec une implication assez grande. Il faut rappeler que la loi de 1905, la fameuse, la loi de séparation de l'Église et de l'État, doit beaucoup à Jean Jaurès, à Aristide Briand, à ce courant de pensée laïque et politique. Pourquoi fait-il ce choix? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il croit au parti. Alors que ses amis, Aristide Briand, Viviani et autres, c'est pas leur affaire. Eux, ce qu'ils veulent, c'est gouverner. Lui, Jaurès, et cette leçon doit être méditée encore aujourd'hui, il croit au parti. Il pense que c'est le parti qui va permettre d'avoir à la fois la confiance des électeurs, mais aussi des milieux populaires formés, parce que c'est un éducateur, Jaurès. Ses discours sont des discours de haute tenue intellectuelle. Et il s'adresse à des populations, à des citoyens qui n'ont pas un niveau d'instruction très élevé. Il les élève en même temps qu'il est lui-même un intellectuel de haut niveau. C'est ça pour lui le parti. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'éducation populaire. Et la deuxième raison, c'est qu'il est social-démocrate. On ne disait pas ce mot-là à cette époque, mais en Allemagne, exactement. Et Michel Vinocq a raison, c'est-à-dire que comme il veut s'arrimer à un mouvement européen, et que pour lui, l'Europe, c'est la social-démocratie allemande, il dit, puisque les sociaux-démocrates ont un parti, il faut que nous ayons un parti pour discuter, j'allais dire presque d'égal à égal. Et il espère, jusqu'à son assassinat, il espère que ces deux grands partis pourront empêcher la guerre. De ce point de vue-là, il se trompe, et c'est ce qui aboutit, hélas, à cette première conflagration mondiale. Alors la question, c'est vrai, qu'est-ce qu'aurait fait Jaurès s'il n'avait pas été assassiné?
Ça, c'est toujours ce que les historiens ne peuvent pas, ils peuvent pas répondre à cette question. Il n'y a que les politiques qui arrivent à inventer ce que les gens auraient fait s'ils n'étaient pas morts. Donc, est-ce qu'il aurait gouverné? Est-ce qu'il aurait fait dans le congrès de Tours ce que va faire Léon Blum? On peut le supposer. Mais finalement, c'est pour ça que ça illustre ce qu'est la gauche. On aime Jaurès pour ce qu'il est, il le mérite. Mais on aime Jaurès parce qu'il n'a pas gouverné. Et donc c'est le rêve. C'est l'idéal. Oui, un seul mot. Jaurès est mort en 14 et la révolution léniniste a lieu en 17. Et ça, c'est une rupture. Donc, dans la question qu'aurait fait Jaurès, je doute qu'il se serait aligné sur les 21 propositions de l'Internationale communiste. Je doute. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord aussi. Simplement, ce qui est intéressant de rappeler sur 14, effectivement, je pense qu'il ne faut pas avoir de tabou par rapport au sujet Jaurès et la guerre, bien qu'il soit assassiné juste avant. Beaucoup de gens qui vont se battre sincèrement contre la guerre et le militarisme vont se réclamer de Jaurès, c'est ô combien légitime dans un contexte aussi dramatique. Mais dès août 14, il y en a un qui va devenir ministre sans portefeuille et qui symboliquement va être du côté de l'Union sacrée, c'est Jules Guesde, justement, qui avait été le grand anti-ministérialiste, celui qui avait bataillé de toutes ses forces contre ce qui a été rappelé précédemment. Donc il n'est pas interdit de penser qu'effectivement Jaurès, la mort dans l'âme, soyons clairs, se serait rallié au moins dans un premier temps à l'Union sacrée. Reste plus ouverte la question de quand il s'en serait séparé. Et là, effectivement, de là à croire qu'il aurait changé le cours d'un certain nombre de choses, c'est une question compliquée, mais ça aurait pu avoir un impact sur la nature des scissions ultérieures au sein du Parti socialiste. Et effectivement, vu son attachement à un certain nombre de traits du socialisme français, vu déjà les démêlés qu'il avait eus avec les sociodémocrates allemands et en partie les Russes dans l'internationale socialiste avant 1914, on peut difficilement penser qu'il aurait été du côté des fameuses 21 conditions. Par contre, encore une autre question, si on le fait vivre longtemps, hein, si je puis dire, ça aurait été de savoir si il aurait été de ceux qui, au sein de la SFIO, auraient souhaité aller vers une démarche unitaire avec les communistes, pour telle ou telle raison, et on peut filer la chose jusqu'au Front populaire. Et effectivement, quoi qu'on pense de Léon Blum, il faut le rappeler, hein, pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement tous les détails, Léon Blum a été quelqu'un qui connaissait Jaurès, hein, qui en a été proche, qui d'ailleurs s'était un peu mis entre parenthèses quand la SFIO a été créée, parce que c'était pas trop son truc, l'alliance avec les guédistes aussi, et qui porte une sorte d'esprit jaurésien, mais post-mortem, avec toutes les contradictions auxquelles lui va s'affronter à partir de 1936. Donc il n'y a pas d'héritage fixé de Jaurès. Et chacun, ma foi, a le droit de s'en réclamer. Hein. En 2007, Monsieur le Président Nicolas Sarkozy avait cité 27 fois dans un discours, vous vous en souvenez, Jean Jaurès, dans un grand discours à Toulouse, que j'ai cité dans ma biographie, non pas pour vous embêter, mais c'était lui qui avait cité le plus Jaurès, hein, en 2007. Voilà. Et c'est dire jusqu'où on a été. Mais rassurez-vous, si j'ose dire, dès le régime de Vichy, vous avez un certain nombre de néo-socialistes ralliés au régime qui avaient essayé d'arrimer Jaurès à la charte du travail, donc qui était qui avait dissous les syndicats patronaux et ouvriers au profit du corporatisme de Pétain. Donc des récupérations et des héritages de Jaurès, il y en a eu énormément, jusqu'au plus absurde. Mais ce n'est pas totalement anecdotique que ce soit lui que l'on ressorte à chaque fois, y compris jusqu'à des campagnes que donc un éminent membre ici a bien connues. Voilà. Oui, le propre des grands hommes, c'est d'être récupéré. De Gaulle, on est l'illustration. Et Jaurès a été utilisé, instrumentalisé, aussi bien par, heureusement, la SFIO, qui s'en est réclamée, que par le Parti communiste. L'humanité, pas tout de suite, mais l'humanité a été récupérée, et elle est encore par le Parti communiste. Et puis, il y a eu toutes les dérives qu'on a pu connaître, qui faisaient de Jaurès toujours un alibi, jusqu'au discours de Nicolas Sarkozy en 2007. Alors, il se trouve que à ce moment-là, j'étais premier secrétaire du Parti socialiste. C'est pas si vieux. Et j'avais répondu la chose suivante. J'étais très ému que Nicolas Sarkozy cite 27 fois, vous avez dit, Jaurès. Et là, je me suis amusé. Je m'étais amusé, puisqu'il était maire de Neuilly. J'avais essayé de savoir s'il y avait une avenue Jean Jaurès, un boulevard Jaurès, même une rue Jean Jaurès, même une impasse Jean Jaurès. Et je n'avais rien trouvé, mais j'avais trouvé des Roulets, des Barrès, mais je n'avais pas trouvé Jaurès. Où il habitait. Et où il habitait.
Et il a habité le 16e, je crois. Pas Sarkozy, c'est vrai aussi, mais Jaurès aussi. Oui, quel dossier. Monsieur le Président, vous m'offrez une transition géographique. Arnaud Tessier, vous voulez intervenir? Sur Jaurès, il y a un lien avec De Gaulle, qui est Péguy. Car Péguy a été un ami, un admirateur passionné de Jaurès. Et puis, il s'en est éloigné, a rompu avec lui, au point d'écrire des choses terribles sur Jaurès, parce qu'il reprochait à Jaurès d'avoir en quelque sorte transformé ce qui était la mystique dreyfusiste en un système idéologique. Et donc, c'était pour lui l'incarnation même de ce qu'il appelait la mystique qui dégénère en politique. Et il lui reprochait aussi d'être un petit peu le symbole de ce qu'il appelle le nouveau Tartuffe, c'est-à-dire qui crée une nouvelle morale, qui se sert d'une affaire pour laquelle Péguy s'était investi avec une énergie absolument surhumaine. Il a été le combattant en faveur de Dreyfus le plus énergique de tous. Il y a consacré son âme, sa vie, toutes ses forces. Mais il considérait que ça ne devait pas devenir un système. Et il admirait Waldeck-Rousseau. Il a fait un livre qui s'appelle Le Testament politique de Waldeck-Rousseau, parce que Waldeck-Rousseau était l'incarnation de l'État républicain qui avait mis fin aux ligues nationalistes, antisémites. Et il y avait cette notion aussi d'ordre républicain qui le séduisait chez Waldeck-Rousseau. Donc il reprochait à Jaurès de participer de ce qui était pour lui une certaine déformation, décadence du dreyfusisme, dont le combisme, à qui il reprochait d'être une contre-église, était pour lui l'avatar le plus répréhensible. Or, De Gaulle est un péguiste, profondément péguiste. Je ne crois pas qu'il était spécialement admirateur de Jaurès. Il était admirateur de deux écrivains qui admiraient Jaurès, Péguy pendant un certain temps, et Barrès, qui était un grand admirateur de Jaurès, même si leurs opinions étaient divergentes. Mais Péguy a eu une influence considérable sur De Gaulle, sur sa pensée sociale. J'en profite peut-être pour le dire d'ores et déjà, parce qu'on peut être surpris. De Gaulle, on peut avoir une image d'un homme de droite, parce que sa culture, sa formation, sa famille le plaçait à droite, c'est vrai. Sans doute dans les années 20, dans les années 30, au moment où dans la quarantaine, il appartient un peu à ce milieu intellectuel qui est aussi celui des non-conformistes des années 30. Mais il est très influencé par la pensée de Péguy et notamment par sa dimension sociale. La lecture de L'Argent en 1913 qui annonce la société dans laquelle nous vivons, une société où tout est dédié à l'argent et au bien-être, à l'individu, au lieu de la collectivité. Et je pense que ça a beaucoup influencé la pensée de De Gaulle. On dit souvent que De Gaulle, c'est le christianisme social, le catholicisme social, à cause de sa famille, de son milieu, encore une fois. C'est vrai qu'il a été certainement influencé par le catholicisme social, mais je pense qu'il y a aussi, je le dis devant François Hollande avec un peu de défi, il y a aussi une filiation socialiste chez De Gaulle, à travers Péguy, qui est certes un socialiste d'un modèle un peu particulier, un peu anarchisant, mais qui était quand même socialiste. Il y a une lettre de lui quand il est tout jeune normalien, où il écrit à un de ses amis, oui, je suis socialiste. Quoi être d'autre, il lui dit en somme. Donc il y a cette influence de Péguy et cette idée notamment, mais un socialisme très singulier. Péguy n'aimait pas l'idée de lutte des classes. Il avait des amis bourgeois, il leur disait, il n'aimait pas penser que quelque chose est séparé. Et De Gaulle va garder cette idée d'une société qui doit se réconcilier avec elle-même, d'un capitalisme qui souffre d'une infirmité morale, qui est une demi-civilisation et qui donc doit être dans une perpétuelle réforme de lui-même. Et je pense que ça, c'est l'influence de Péguy et aussi le rejet de la lutte des classes qui était un peu insupportable pour De Gaulle et qui explique peut-être alors certains clivages, notamment avec les communistes. Dernière chose, je pense, sans pouvoir le prouver, que De Gaulle, lorsqu'il était à Londres au début de la guerre et qu'il a rencontré un certain nombre de dirigeants et sans doute d'intellectuels anglais, a subi des influences, et j'ai été frappé par un livre extraordinaire qui date de 1939, d'août 1939, qui a été écrit par un socialiste anglais, Leonard Woolf, le mari de Virginia Woolf, et qui s'appelle « Les barbares à nos portes », et dans lequel Leonard Woolf explique qu'il y a la guerre qui arrive, c'est août 1939, que de terribles souffrances vont être infligées par les totalitarismes, par une barbarie épouvantable. Il l'a décrit, nous allons tous souffrir, mais nous en viendrons à bout. Nous en viendrons à bout. Et par contre, il disait, il faut être conscient du fait que
à l'intérieur même de nos sociétés. Les barbares sont une certaine forme de barbarie déjà là, et c'est ce qu'il appelle cette forme de demi-civilisation qu'est le capitalisme. Et 30 ans plus tard, De Gaulle, dans les Mémoires d'espoir, parlera de l'infirmité morale du capitalisme, et je pense qu'il y a une filiation chez De Gaulle qui va bien au-delà du christianisme social et qui a été renforcée par la guerre et par le spectacle de la compromission, évidemment, des grands intérêts avec l'occupant. Alors, on a enjambé le cartel des gauches et le Front populaire, mais comme on est devant une salle extrêmement avertie, on va continuer sur De Gaulle et sur les débuts de la Ve République. Comment se situe la gauche à ce moment précis? Alors, d'abord, une remarque sur les rapports entre De Gaulle et Léon Blum. De Gaulle, lorsque Léon Blum, le Front populaire, est en place, De Gaulle, loin d'être effrayé par le Front populaire, veut proposer ses idées, notamment sur l'armée mécanique, les chars. Il veut proposer ses idées à Léon Blum. Léon Blum le reçoit et l'histoire, je ne sais pas si elle est exacte, mais l'anecdote en tout cas, c'est que Léon Blum est à Matignon. C'est d'ailleurs la première fois qu'un président du Conseil s'installe à Matignon. Et De Gaulle est dans l'antichambre, puis après arrive dans le bureau et veut présenter son travail et ses propositions. Et Blum est sans cesse dérangé par le téléphone et sans doute appelé pour des raisons qui tiennent à l'équilibre de son gouvernement, n'arrive pas à finir la conversation. Et je pense que De Gaulle en a conçu peut-être deux amertumes. Une première de ne pas avoir été écouté, et deuxième de ne plus utiliser le téléphone quand il est devenu président de la République, parce que c'est vrai que ça brise les conversations. Maintenant, c'est plus le téléphone, vous savez, c'est les portables, ce qui est à peu près la même chose. Mais néanmoins, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, De Gaulle, quand il quitte le pouvoir, 1946, appelle Léon Blum et lui dit c'est à vous maintenant de prendre la suite. Alors je ne veux pas essayer ici quand même de récupérer, après avoir mis Jaurès dans ma poche gauche, de mettre De Gaulle dans ma poche droite, mais c'est dire qu'il y avait quand même chez De Gaulle le respect d'abord d'une personne, en l'occurrence Léon Blum, et l'acceptation de ce qu'était le socialisme démocratique. Enfin, de ce qui a été dit sur le rapport de Gaulle avec le capitalisme, même si ça prenait une forme morale, néanmoins, les idées de participation et d'intéressement qui déplaisaient fortement à Pompidou et à d'autres, sont aujourd'hui des idées assez modernes pour essayer précisément de partager différemment la richesse. Alors la gauche pendant la période gaulliste, ça a été quand même long. C'était interminable même. Et il a fallu, de ce point de vue-là, la personnalité de François Mitterrand pour avoir cette ténacité, cette obstination de mettre en cause le général de Gaulle, d'abord la Constitution, le 58, le coup d'État, etc., et de se présenter face au général de Gaulle. Mais ça n'a pas suffi. Il pouvait avoir ce coup d'éclat avec la mise en ballotage de Gaulle. Néanmoins, ça se termine, même avec le départ de Gaulle, par une victoire de la droite. Et c'est pour ça que François Mitterrand tire la conclusion que si la gauche veut arriver un jour au pouvoir, elle doit faire deux choses. Accepter les institutions de la Ve République, accepter aussi ce qui va avec l'élection du président de la République au suffrage universel. Et la deuxième chose, c'est fabriquer un grand parti pour préparer l'alternance. Et donc, de ce point de vue, De Gaulle a offert à Mitterrand l'occasion d'être finalement président plus longtemps encore que De Gaulle ne l'avait été. Oui, j'enchaîne sur l'idée, c'est que De Gaulle a véritablement créé la gauche. En effet, jusque-là, la gauche n'était pas au pouvoir, ou quand elle l'était,
Elle restait à regarder le Front populaire, ça dure, le gouvernement de Léon Blum, un peu plus d'1 an. Le cartel des gauches, n'en parlons pas. La 4e République, il y a la guerre froide, la gauche ne peut pas gouverner, c'est la 3e force, comme on dit, qui gouverne. Donc jusqu'à 58, la gauche ne dure pas au pouvoir. J'entends depuis le début de l'après-guerre, la Première Grande Guerre. Or, De Gaulle, à son insu, c'est un impensé extraordinaire, va faire une véritable révolution institutionnelle, l'élection du président au suffrage universel, à 2 tours. Et au 2e tour, il n'y a plus que 2 candidats. Eh bien voilà, ce qu'on avait attendu depuis si longtemps, c'est-à-dire la bipartition, est en marche. Et effectivement, depuis 1965, vous avez, à part quelques années où c'est mal passé, en 2002 notamment, vous avez un candidat de gauche et un candidat de droite. Et ça, c'est la première fois que nous avons une bipartition de ce type. Donc, De Gaulle, qui était contre les partis, eh bien, a créé la bipartition, ce qui est quand même extraordinaire. Alors, j'ajoute quand même une chose, c'est que ce 2e tour, où il faut s'unir, puisqu'il n'y a plus qu'un candidat, a évidemment été, dans l'esprit de François Mitterrand, comme vous venez de le dire, une idée formidable, parce qu'il s'est dit que c'est le moyen de faire accéder la gauche au pouvoir par l'élection présidentielle. Mais alors, qu'a-t-il fait? Eh bien, il a rallié le Parti socialiste, on le sait, et qu'a-t-il fait à ce moment-là? Eh bien, il a rallié le Parti socialiste sur une base qui était la rupture. La rupture avec le capitalisme. Et voilà, par conséquent, nous voilà retombés dans cette perspective d'une gauche qui est divisée profondément entre sa volonté de gouverner pour les uns et une volonté de rupture, c'est-à-dire une volonté révolutionnaire qui ne peut pas s'accommoder de la Ve République. C'est donc un paradoxe que je vous propose et qui est tout de même encore aujourd'hui vivant. Si je peux ajouter un élément sur la gauche et l'élection du président de la République au suffrage universel, il faut voir qu'il y avait une mémoire très négative de la gauche par rapport à cela, puisque en 1848, la première fois qu'on a élu le président de la République au suffrage universel, on a élu Louis-Napoléon Bonaparte en décembre, donc ce qui n'a pas exactement favorisé la gauche. Et donc, pour d'autres raisons, mais c'était présent dans les mémoires, l'idée qui peut paraître naturelle à une grande partie de la population aujourd'hui, même classée à gauche, selon laquelle on va élire le président de la République au suffrage universel, était une idée combattue en tant que telle. Et effectivement, elle s'est imposée progressivement, quoi que l'on en pense, c'était jugé comme bonapartiste, etc. Je rappelle que quand De Gaulle arrive au pouvoir, le Parti communiste appelle à la grève au nom de « le fascisme ne passera pas ». C'est pas juste une discussion aimable entre gauche et droite, etc. On considère que De Gaulle est une sorte de réincarnation contemporaine du fascisme. Je dis ça parce que, c'est pas pour d'ailleurs stigmatiser les uns ou les autres, mais comme De Gaulle est désormais une figure absolument consensuelle, etc., voilà, c'était le militaire, c'était le nouveau Napoléon, etc., dans le meilleur des cas, si je puis dire. L'autre élément en toile de fond de ce qui vient d'être dit, qui nous ramène un peu aux origines de la gauche, mais qui nous amène peut-être effectivement jusqu'à la période la plus contemporaine, un des problèmes qu'a eu François Mitterrand, et qu'il a résolu, il faut bien le dire, assez habilement à sa manière, c'était l'existence sur sa gauche d'autre chose. D'un point de vue idéologique, bien sûr, le Parti communiste, tout le monde aura compris, mais au-delà du Parti communiste, qui est évidemment très longuement marqué par l'empreinte stalinienne, c'était la question ouvrière et la question sociale. Parce que le problème du Parti socialiste, il y a une petite aparté tout à l'heure sur l'Allemagne, en France, c'est que du parti de Jaurès jusqu'à une période ultérieure, le Parti socialiste n'a jamais vraiment eu d'implantation dans le monde populaire et ouvrier, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Alors que celui qui a joué le rôle du social-démocrate, paradoxalement,
en termes d'implantation, vous savez, avec le syndicat, la CGT, les coopératives, etc. C'était le PCF qui, d'ailleurs, selon les lignes politiques pendant une grande partie de son histoire décidées par les soviétiques, était une idée parfois de modération. Au moment du Front populaire, le PCF cherche à bloquer son aile gauche, etc. Donc, c'est ça le problème aussi. C'est où sont les milieux populaires quand ils sont dans une organisation ou qui ne le sont pas. Et la question des alliances qui se pose, c'est ça. Et toute dernière chose, Michel, après je vous laisse la parole. L'autre problème qu'il y a eu pendant longtemps, sous la Ve, c'est ce que certains appelaient à une époque le gaulo-communisme, c'est que les gaullistes et De Gaulle avaient des alliances implicites, parfois avec les communistes, au point où, à l'approche de la présidentielle de 81, certains communistes ont quasiment préféré jouer la carte de la droite contre les socialistes, tellement la haine était forte. Donc il y avait ça aussi qui rentrait en ligne de compte et qui a pesé sur la longue durée, me semble-t-il. Oui, pourquoi cette complexité des choses? Pourquoi le Parti socialiste, comme vous venez de le dire, n'a jamais eu véritablement de base ouvrière comme le Parti communiste a su le faire? Pourquoi? C'est qu'au moment où il est créé, 1905, il y a en face de lui un autre socialisme qui est le syndicalisme révolutionnaire. Et que la CGT, qui a été créée 10 ans avant, a un programme révolutionnaire. On arrivera à la révolution, à la société sans classe, par la grève générale. Et on ne veut pas de la démarche électorale. Donc il y a deux socialismes en France à ce moment-là. La CGT, syndicaliste révolutionnaire, qui veut faire la révolution sans le Parlement, sans élection, et puis la SFIO qui continue à avoir des députés, etc. Et depuis cette date, eh bien, il n'y a jamais eu en France de social-démocratie. Parce que la social-démocratie, c'est précisément la rencontre, la fusion entre le syndicalisme et le parti politique. Et le modèle est évidemment le modèle allemand de la SPD et le modèle travailliste en Angleterre, le modèle scandinave, suédois, etc. Dans tous ces pays, vous avez une unité du mouvement ouvrier qui donne la social-démocratie. Eh bien, en France, on n'a jamais connu cela, jamais. Et autant le Parti communiste, au fond, devenait une social-démocratie avec ses municipalités, etc., il était complètement isolé. Il formait une contre-société au moment de la guerre froide, sans aucun contact avec le reste de la gauche. Et donc, nous avons une histoire française tout à fait particulière, peut-être semblable aux pays méditerranéens, l'Espagne peut-être, mais surtout pas avec l'Allemagne et avec la social-démocratie européenne. Deux remarques sur ce qui vient d'être dit. Beaucoup parlent de social-démocratie aujourd'hui en France, davantage comme une identification sur l'échiquier politique que comme une forme d'organisation et de transformation de la société. Pourquoi il n'y a pas eu de social-démocratie en France? Michel Vinocq vient de le dire, parce qu'il n'y a jamais eu de lien organique entre le Parti socialiste et un syndicat. Et encore aujourd'hui, il y a un principe, la charte d'Amiens, qui est l'indépendance syndicale, plus ou moins respectée, et n'a pas été du côté du Parti communiste avec la CGT, mais la CFDT, qui pouvait être regardée comme un syndicalisme assez proche de la social-démocratie, du socialisme, n'a jamais voulu s'arrimer au Parti socialiste. Ce qui fait que le Parti socialiste, dans son histoire, et ça vaut encore aujourd'hui, est un parti qui n'a jamais eu avec les partenaires sociaux un lien qui ferait que, même si Michel Rocard avait tenté, qui ferait qu'il y aurait eu comme un partage des responsabilités entre ce qui relevait de l'État et ce qui relevait de la société civile, de l'action des syndicats, des associations et de toutes les forces vives. Ça, c'est une explication qui vaut encore aujourd'hui et qui fait que le Parti socialiste, même s'il est moins flamboyant, mais enfin ça peut revenir, vous savez, il suffit de rallumer des flammes, mais que le Parti socialiste n'a jamais eu avec les classes populaires un lien qui lui aurait permis d'être le bras politique
du mouvement syndical. Et que deuxièmement, et l'expérience de Mitterrand, Jospin et la mienne, c'est qu'on pense toujours changer la société du haut, c'est-à-dire par la loi, y compris sur les 35 heures, les grandes réformes, même la loi travail, c'est toujours l'idée qu'on va faire du haut la réforme de la société et qu'on ne fait pas appel à ce mouvement syndical qui peut finalement lui-même changer les choses. La deuxième réflexion, elle est sur l'élection présidentielle et ses conséquences, que François Mitterrand avait parfaitement compris. Mais aujourd'hui, il faut aussi comprendre la logique de la présidentielle. Quand il y a des élections législatives, l'union, elle est indispensable. Sinon, c'est le risque de la disparition, ce qu'on a vécu ces derniers mois. Mais dans une élection présidentielle, l'union n'est pas du tout nécessaire. François Mitterrand, il a été élu président de la République 2 fois avec des concurrences à gauche. Et c'est peut-être parce qu'il y avait des concurrences à gauche que ça lui permettait d'apparaître comme pouvant être au second tour le rassembleur, mais au premier tour celui qui donnait la ligne. Moi-même, j'ai été élu en 2012 avec des concurrents, Jean-Luc Mélenchon à l'époque, qui faisait 11-12%. Et donc, l'élection présidentielle, elle permet au Parti socialiste, s'il veut bien le comprendre, hein, elle lui permet d'être libre dans sa proposition et dans sa capacité à non seulement rassembler la gauche au deuxième tour, mais il n'y a pas que la gauche qu'il faut rassembler pour gagner une élection présidentielle. Il faut rassembler des électeurs qui ne sont pas encore convaincus. C'était Mitterrand qui avait cette formule qui reste vraie, c'est avec des civils qu'on fait des militaires. Donc si vous pensez que vous avez toujours les mêmes électeurs, vous ne gagnez jamais. Donc il faut aller chercher quand même, par exemple là, ceux qui ont voté Macron, il doit y en avoir quand même, parce que c'est pas possible que ce soit produit comme ça 2 fois. Si on leur dit maintenant vous n'avez plus le droit de voter à gauche, c'est terminé pour la gauche. Donc il faut leur dire, mais vous vous êtes peut-être trompé, vous avez peut-être fait une mauvaise appréciation de la situation, mais vous êtes pardonné. Venez. Vous voyez, c'est ça l'idée, c'est ça que l'élection présidentielle permet. Alors, en parlant des liens entre le haut et le bas, et tout à l'heure, Jean-Luc Maducan, je vous avais dit que Charles de Gaulle était consensuel. Mais moi, dans mes manuels d'histoire, j'ai appris qu'il n'était pas très consensuel. Et je pense à mai 68, à un moment quand même où la France était coupée. Et je me suis fait la réflexion, on parle de Dreyfusard et d'anti-Dreyfusard, et il y a la même chose pour 68 arts, et je ne vois pas d'autre chose sur l'opinion publique, d'autres clivages comme ça dans l'opinion publique. Arnaud Tessier, qu'est-ce que vous pouvez... Oui, non, il n'était pas consensuel, mais il pensait qu'il fallait rassembler, ce qui sont deux choses différentes, et que pour rassembler, il fallait tirer les gens vers le haut. Donc c'est plutôt cela. Je pense que De Gaulle est difficile à classer politiquement. On ne peut pas dire qu'il était de droite ou de gauche. Il pensait que de toute façon, étant président de la République, il devait regarder au-delà. Mais il savait qu'il y avait des clivages droite et gauche. Et il s'y est heurté, notamment avec effectivement son grand projet de participation, qui en fait était beaucoup plus sérieux et précis que ce qu'on croit. Il y a en particulier un document que j'ai publié, que j'ai montré au grand professeur de droit social Alain Supiot, où De Gaulle explique sa vision de la participation, qui date de juillet 68, donc après 68. Il dit, voilà, c'est ça pour moi, ça doit être à destination de Couve de Murville, je pense. Et Alain Supiot m'a dit, mais c'est les lois Auroux un petit peu avant la lettre. Donc c'est pour dire quand même que ça allait assez loin. Je pense que c'est l'idée de rassemblement, effectivement, d'entraîner. Et je crois, et c'est peut-être l'occasion de dire un mot du mode de scrutin, parce qu'il y a un débat aujourd'hui en France un peu fou sur la proportionnelle, où on se met d'ailleurs à faire l'éloge de la 4ème République, en disant que finalement c'était très bien, etc. etc. Le scrutin majoritaire, c'est tout à fait l'esprit de la 5ème République. C'est-à-dire, pour De Gaulle, le corps politique, ce n'était pas la photographie de la société. Le corps politique, la représentation politique, c'était l'expression des mouvements de fond de la société, et c'était l'expression d'une volonté qu'il appartenait ensuite au pouvoir exécutif d'interpréter. Et le scrutin majoritaire, c'est tout à fait ça l'esprit, c'est-à-dire que pour De Gaulle, et c'est pour ça que rassembler, ça ne veut pas dire mettre tout le monde d'accord. Rassembler, c'est rassembler vers un objectif, vers quelque chose. Pour De Gaulle, les institutions, c'était pas simplement des institutions au sens strict, des rapports entre les pouvoirs,
c'était aussi le pouvoir d'action qu'a la démocratie. Et je pense que le grand drame de la gauche, ça a été cette relation très ambiguë avec le pouvoir et avec l'autorité. Et d'ailleurs, Jules Ferry, il y a une très belle lettre de Jules Ferry qui date des années 1890, peu de temps avant sa mort, où il dit à son correspondant, le drame des républicains, il pense à la gauche quand il dit ça, c'est qu'ils ne comprennent pas que la République et que la démocratie a les mêmes devoirs que tous les autres régimes, et que ce devoir, c'est de gouverner. Et que je pense quand même, il y a effectivement, il reste aujourd'hui, avec ces histoires de 6e République, je ne mets pas en cause le président Hollande, mais il y a toujours une ambiguïté dans les relations de la gauche avec les institutions, avec l'exercice du pouvoir, qui, à mon avis, n'a pas disparu et qu'on voit poindre à propos de la proportionnelle, indépendamment de l'intérêt précis que peut présenter pour les socialistes le retour à la proportionnelle. Un mot pour illustrer ce que vous dites, c'est une citation. André Siegfried, dans les années 30, écrivait ceci, que la gauche n'a pas vocation au pouvoir, parce que gouverner, c'est déjà un mal. Et par conséquent, tout ce qui est régalien, l'ordre, la discipline, etc., c'est de droite. Et quand la gauche est au pouvoir, elle doit assumer pourtant ce pouvoir régalien. Alors, est-ce que la gauche n'a pas vocation au pouvoir? Ça, je ne le crois pas. Mais le problème, c'est qu'elle est toujours déchirée entre ces deux tendances qui l'empêchent de gouverner dans la durée. La proportionnelle, hein, n'oubliez pas. J'oublie pas. D'abord, pour les historiens, il y en a beaucoup ici, et qui s'interrogent sur la manière avec laquelle De Gaulle parlait de la gauche et de la droite. Il y a un passage que vous avez dû reprendre où De Gaulle, interrogé par Michel Droit, à l'époque la télévision c'était simple, vous aviez des journalistes qui vous interrogeaient de manière complaisante. Et c'est un peu revenu sur certaines chaînes. Donc, mais De Gaulle fait une espèce de métaphore sur la gauche et la droite en prenant l'exemple d'un couple, ce qui ne serait pas du tout possible de dire avec le politiquement correct. C'est-à-dire, en gros, y a la gauche, c'est celui qui veut la liberté, qui veut s'ébrouer dans les cafés, dit-il. Et puis, il y a la droite, c'est la ménagère qui vient rappeler quand même qu'il faut mettre les comptes en ordre et qu'il faut quand même se tenir. Vous voyez, donc ça, c'est une conception où on dit à la gauche, vous êtes la liberté, et à la droite, vous êtes l'ordre. Et la bonne gestion. Bon, sur la bonne gestion, je crois que maintenant... mais sur l'ordre, oui, ça demeure. Et c'est très juste, il y a un malaise de la gauche toujours à exercer l'ordre. Et gouverner, c'est pas simplement faire des avancées sociales. C'est à un moment prendre des décisions qui vont être rudes sur le plan des libertés quand il s'agit de faire face à un mouvement insurrectionnel ou social, ou pire, ce que j'ai connu avec le terrorisme. Est-ce qu'on peut être de gauche et exercer l'autorité? C'est en ce sens que les institutions de la Ve République sont tout à fait précieuses. J'étais pas le président le plus populaire. C'est fini maintenant. Et néanmoins, lorsqu'arrivent des événements aussi graves que des attentats, c'est vers le président de la République que, quelles que soient les sensibilités des uns et des autres, nous nous tournons. C'est le président de la République. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va dire? Et qu'est-ce qu'il va répondre à l'attaque qui nous est faite? Donc les institutions de la Ve République permettent cette unité nationale autour, non pas de la personne seulement, de la fonction présidentielle. C'est en ce sens que je suis un tenant de la Ve République. Ensuite, il faut exercer ce qui est le plus difficile, c'est-à-dire une autorité, un ordre, qui quelquefois peut aller contradictoire avec les libertés. On prend des lois, qui quelquefois... Moi, j'ai pris l'état d'urgence. J'ai pu même prendre à un moment une intention qui était de faire déchoir la nationalité française à des binationaux, qui a été très contestée. Et qui d'ailleurs n'a pas été faite. Mais c'est heureusement, oui, bien sûr. Non, mais
Je n'ai pas fait. Parce qu'il y a des choses qu'on me reproche parce que je les ai faites, puis on me reproche parce que je ne les ai pas faites. Alors, faut graduer. Mais, oui, mais c'est vrai que c'est contraire à nos principes. Clémenceau, lui, il avait été jusqu'au bout. Et c'est ça qui faisait la différence. C'est pour ça qu'il s'est éloigné de la gauche. Il a dit, moi, je vais non seulement gouverner, il a gouverné à 66 ans, donc il a eu le temps de réfléchir. Donc, il dit, non seulement je vais gouverner, mais je vais gouverner avec l'autorité. Après, il est sans doute allé trop loin, mais il a été sur l'autorité. Et je pense que la gauche doit régler cette question de l'autorité. Surtout en ce moment, ne pas laisser à la droite et à l'extrême droite la parole sur l'autorité. Nous sommes face à certains périls. J'ai évoqué le terrorisme, c'est une période qui n'est pas complètement achevée, ou le narcotrafic aujourd'hui, ou la violence que l'on peut constater. Il faut accepter l'idée de l'autorité. Et pour ça, il faut que la gauche, qui n'est pas spécialement la plus réformiste, ne vienne pas entraver l'autre gauche. Elle n'entrave pas simplement quand elle est au gouvernement, mais même dans l'opposition, en lui faisant mauvaise conscience. La mauvaise conscience, c'est le pire ennemi de la gauche. La gauche doit être fière de ce qu'elle a fait. C'est pour ça que j'ai fait ce livre aussi. Fière de ce qu'elle a pu permettre de conquérir. Elle n'a pas tout fait bien, mais la France ne serait pas la France d'aujourd'hui sans la gauche et sûrement sans la droite qui a joué son rôle dans la construction de la République et de notre histoire. Mais voilà, il faut être fier de ce qu'on fait, il faut assumer le pouvoir, sinon il ne faut pas le revendiquer. Alors après, sur la proportionnelle, je n'oublie pas, aujourd'hui on a tous les défauts de la proportionnelle sans aucun avantage. Une assemblée fragmentée et difficulté de faire une coalition. La proportionnelle a un avantage, c'est que vous vous présentez sous vos propres couleurs et vous êtes obligé de dire avec qui vous allez gouverner et de faire un contrat de coalition. On peut le faire avant, on peut le faire après. Mais si on le fait après, on fait un contrat de gouvernement, ça peut prendre du temps, les Allemands en sont l'expression. Mais si on veut éviter la proportionnelle, il faut revenir à ce que vous disiez, la bipolarisation. Alors c'est difficile maintenant parce qu'il y a l'extrême droite qui est un troisième acteur. Mais il faut revenir à l'idée d'une gauche et d'une droite, ce qui n'empêche pas l'unité sur l'essentiel. Mais il faut qu'il y ait ce clivage. Pendant plusieurs années, là, nous avons eu l'effacement des clivages et l'effacement des partis, et je pense que c'était finalement extrêmement dangereux pour l'avenir de la démocratie. C'est pour ça que ça va s'arrêter. Et donc il faut préparer le retour de la bipolarisation. Merci. On va donner la parole à la salle. Avez-vous des questions ? Bonsoir, merci pour vos interventions passionnantes. J'avais une question pour l'avenir, mais aussi ce qui s'est passé ces 50 dernières années. Est-ce que le mouvement écologiste, selon vous, dans ce clivage entre les deux gauches, alors certains diraient des gauches irréconciliables, mais est-ce que le mouvement écologiste, c'est une reconfiguration de ce clivage sur d'autres questions ? Est-ce que c'est une troisième force ou est-ce que c'est un épiphénomène finalement qui ne remet pas en cause ces deux gauches dites irréconciliables pour certains ? Merci. Est-ce que Jaurès était écologiste ? Ça, je ne peux pas le prétendre. Hein. Mais ce que je peux dire là-dessus, c'est que la question environnementale ou planétaire, elle est maintenant partagée, sauf par une frange de l'opinion. Donc je veux croire que, aussi bien à droite qu'à gauche, l'écologie est devenue une priorité. C'est pas sûr que ce soit dans le budget qui va être présenté, mais c'est une priorité. Et qu'il y a une écologie de droite comme il y a une écologie de gauche. C'est-à-dire quels sont les moyens, les méthodes pour arriver au résultat. L'écologie de droite peut dire c'est le marché, s'il est bien orienté, s'il est bien stimulé, qui peut favoriser des comportements vertueux en matière planétaire ou de protection de l'environnement. Il y a une version écologiste plus radicale, donc quelquefois plus à gauche, très à gauche, qui dit non, il faut aller vers la décroissance, c'est-à-dire ne plus produire, ne plus vivre comme nous
faisons aujourd'hui pour ne pas consommer les ressources rares de la planète. Donc c'est pour ça que je pense que le clivage gauche-droite s'opère, même si je ne veux pas dire que l'écologie serait forcément d'un côté ou de l'autre. Pourquoi il n'y a pas eu de mouvement écologiste en France, comme d'ailleurs en Europe, suffisamment fort pour se substituer aux partis traditionnels? C'est précisément parce que, même si l'écologie devient sans doute la première priorité, tout ne se réduit pas non plus à l'écologie. Et la difficulté qu'a eu le mouvement écologiste, c'est de pouvoir traiter des autres questions qui sont celles qui sont posées en termes de redistribution de richesses, d'écoles, de sécurité et même de migration. Donc il y a toutes ces questions-là, le mouvement écologiste les a peut-être négligées, ce qui fait qu'il ne s'est pas installé comme un acteur principal. Mais je pense qu'il y a des écologistes aujourd'hui libéraux, comme il y a des écologistes conservateurs, comme il y a des écologistes de gauche. Mais d'une manière générale, les écologistes ne sont pas faciles. Si je peux ajouter un mot là-dessus, c'est vrai que, bon, ce que disait Michel Vinocq tout à l'heure sur la question de la propriété, qui est quand même une des questions clivantes entre les radicaux et les socialistes au début du XXe siècle. Bon, peut-être, comme vous disiez tout à l'heure, je ne serais pas tout à fait d'accord sur De Gaulle n'est ni gauche ni de droite, peut-être sur la question de la propriété, si on recentre là-dessus, on va trouver quand même des vraies lignes de clivage. Après, sur l'écologie, bon, c'est évidemment un sujet pour de nobles raisons, très à la mode. On réexplore toute une série de textes antérieurs, même du 19e siècle, et on se rend compte qu'effectivement, bon, parmi les socialistes que pouvait lire Jaurès, antérieurs à lui, vous aviez des socialistes dits utopiques, dont certains avaient des utopies un peu bucoliques, pourrait-on dire, décroissantes. Ce serait peut-être un peu anachronique, mais tout ça n'est pas complètement nouveau. Vous avez quelques textes de Marx qui peuvent être interprétés comme écologistes, donc il existe une tradition. Effectivement, si vous voulez faire tout le panorama politique, vous avez aussi une écologie venue plutôt du romantisme allemand au XIXe siècle, qui était totalement réactionnaire, hein, qui était je ne dis pas ça pour stigmatiser les uns et les autres, mais si vous voulez, c'est pas un point d'ancrage particulier à tel ou tel courant. Si vous faites les généalogies, qui sont maintenant bien documentées, avec c'est une question d'actualité, vous avez des mouvements proto-fascistes, etc., qui étaient très écologistes au sens d'hostilité à la modernité industrielle, hostile à la modernité capitaliste, et qui, par un anticapitalisme, alors peut-être mal compris, c'est encore un autre sujet, en arrivaient à des considérations, effectivement, entre guillemets, décroissantes. C'est pas du tout pour relativiser l'importance du débat, mais c'est vrai que cette question-là, quand on la reprend, il n'est pas vrai non plus de dire que les écologistes sont arrivés dans les années 60, etc. Ça a pris une ampleur telle avec le réchauffement, etc. récemment que la configuration n'est plus la même. Mais l'idée selon laquelle on se serait réveillé un jour et que ces questions-là ne seraient jamais posées avant est fausse. Et ça traverse vraiment tout le spectre politique, me semble-t-il. Donc en fait, on va retomber sur des questions assez similaires sur propriété, répartition des richesses. Faut-il taxer les revenus du travail plutôt que du capital, etc. Puisque ça va se poser dans différentes configurations. Mais je ne crois pas que ce soit quelque chose qui puisse être si pérenne que cela comme force autonome au niveau politique. Regardez même les Verts, les difficultés qu'ils ont en Allemagne, qui était un peu la mère patrie pour eux, etc. Donc c'est quand même une question assez transversale, finalement, me semble-t-il. Une autre question ? Oui. Vous m'entendez ? Excusez-moi, oui. C'est bon ? Oui, alors si je peux me permettre, et c'est dommage parce que d'habitude, chaque année, je viens voir le travail du camarade Jean-Numa Ducange. Merci. Et si je peux me permettre, ce qui a manqué dans les échanges, c'est peut-être une histoire de la vie quotidienne de la gauche à hauteur de militant. Dans vos interventions, il y avait peut-être une histoire un peu réifiée de la gauche. Je fais référence là à l'émission Le cours de l'histoire que Xavier Mauduit faisait en direct ce matin. Et il y avait notamment l'histoire de la vie quotidienne des Français sous la direction d'Éric Allary qui sort actuellement. Et une des réflexions qui se faisait au cours des échanges, c'était que la vie envisager les grands mouvements historiques, politiques, sociaux au travers de la vie quotidienne permettait de faire un petit pas de côté par rapport aux grandes figures, aux grands événements, etc. Et pour essayer d'illustrer peut-être un peu plus concrètement de ce que je veux dire, moi je suis élu de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, communiste.
Et à Cherbourg-en-Cotentin, c'est un des terroirs de Bernard Cazeneuve. Et alors, justement, l'idée des deux gauches, si tant est qu'elle existe, nous, on se la prend en pleine figure, si je puis dire. Parce qu'évidemment, vous doutez bien que les camarades du parti, quand il faut leur expliquer qu'on va travailler avec le Parti socialiste, qui est à la tête de la ville depuis 1977, disons qu'il y a peut-être des camarades du parti qui sont un peu raides. Mais pourquoi vous écrivez pas vos mémoires? Ah non, mais ça, tout à fait, mais ça, c'est pas le sujet, là. À hauteur de militant, vous y êtes. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que malgré toutes les raideurs qui ont été évoquées, etc., enfin, je reviens pas sur tout ce que vous avez dit, il y a quelque chose dans la vie quotidienne militante et politique qui peut être une source d'inspiration. Qui peut être une source d'inspiration pour aujourd'hui, évidemment, dans cette recomposition de la gauche, par rapport au nouveau Front populaire ou pas, etc. Et qui, à mon avis, moi je reviendrai sur ce qu'a dit Michel Vinocq, sur l'idée de Gaulle a inventé la gauche. Je le dis un peu simplement, excusez-moi. Hein. Mais moi, il me semble que dans cette vie quotidienne militante de la gauche au moment du Front populaire, c'est envisagé dans un temps un peu plus long, parce que les communistes et les socialistes qui avaient... je ne refais pas le discours de Léon Blum en 1936, l'unité prolétarienne, etc., mais elle trouve son prolongement dans la résistance. Et elle trouvera son prolongement avec les gaullistes dans le Conseil national de la résistance et dans la reconstruction de la République dans l'immédiate après-guerre. Et sans remettre à la mode une 4e République, force est de constater qu'il s'est passé quand même quelques petites choses entre 44 et 47, où là, évidemment, la guerre froide vient intervenir là-dedans. Mais voilà, moi, ce que je voulais dire, dans les échanges, c'est peut-être ça qui manquait. Cette histoire à hauteur de femmes et d'hommes. Merci, monsieur. Cette histoire du quotidien du politique. Excusez-moi, j'ai été trop long. Bon, mea culpa, d'accord. On ne peut pas dire tout en une heure. Et c'est vrai qu'il y a, dans notre histoire politique, sociale, un écart entre l'opinion en général, les couches populaires notamment, et la vie politique au sommet. Bien. Et il est vrai que, prenons le Front populaire qui est décidé, je dirais, au sommet des appareils, eh bien, est bientôt dépassé par les grandes grèves de juin 36, où là, il ne s'agit plus d'appareils qui n'ont pas du tout déclenché la grève, même pas des syndicats. C'est un mouvement tout à fait spontané et contagieux qui montre qu'effectivement, il y a des forces populaires qui peuvent, à un moment donné, entraîner les appareils d'en haut. Ça, c'est une réalité indiscutable, et vous avez raison. Simplement, ce n'est pas par d'autres voies que par le parti ou les partis qu'on arrivera à donner satisfaction à ces aspirations populaires. Puisque, après tout, les grèves ont eu lieu, mais c'est quand même la loi qui a créé les 40 heures, les congés payés, etc. Vous voyez, donc, il y a une dialectique, si vous voulez, entre le mouvement populaire quand il existe, et d'autre part, les combinations des partis, des groupes qui, etc., tentent de faire une unité plus ou moins. Et cette dialectique, elle peut être évidemment très positive, et c'était le cas en 1936 par les lois de 1936, mais ça ne dure pas. Et c'est ça le problème de la gauche, c'est que le cartel des gauches, le Front populaire, et même sous la Ve République, où la gauche unie existe en principe, on voit à quel point elle est tiraillée entre les deux gauches que nous avons dit. Merci infiniment. Je suis désolée, il faut qu'on libère la salle. Je suis navrée. Tout le monde, non? Allez, non.
Mais Non, on n'a plus le droit de parler, donc. non, pardonnez. Oui, allez-y. On doit être court ou on doit arrêter? C'est ça notre question. Pour que ce soit bref. Alors ça va être très court. Vous avez dit non sans intelligence et humour qu'on glissait plus de la gauche vers la droite que la droite vers la gauche. Cela dit, vous dites aussi qu'il faudrait pouvoir s'emparer d'autorité. J'espère qu'on peut s'emparer d'autorité sans faire preuve d'ordre, sans glisser vers la droite. On a parlé de la cité et la gauche depuis 1870. Est-ce qu'on peut être la gauche et sans avoir à glisser vers la droite pour rester avec la gauche et la cité et aller vers le futur ? On peut exercer l'autorité dans le respect des libertés, c'est ça le principe. C'est-à-dire de donner une cohésion au pays, parce que l'enjeu c'est qu'il ne se divise pas, qu'il ne se sépare pas, sans mettre en cause les libertés fondamentales. C'est ça qui fait l'honneur de la gauche, quand elle est au pouvoir. Et quand elle est même dans l'opposition, elle doit avoir toujours ce principe, c'est-à-dire que nous avons absolument besoin d'être ensemble, et pour être ensemble, il faut que le code commun soit respecté. La règle commune, c'est le principe de la règle commune. Et d'une certaine façon, puisqu'on a parlé de Jaurès tout au début, la loi de séparation de l'Église et de l'État, c'est la règle commune. C'est de faire qu'on puisse, au-delà de nos croyances différentes, être capable de nous respecter les uns les autres et de vivre avec des limitations pour certains de leur expression et pour d'autres l'affirmation de leur liberté. Donc l'autorité est celle qui offre les conditions de la liberté. Et quand la gauche vacille, c'est-à-dire quand elle n'est pas en rapport avec ce qui est attendu d'elle et qu'elle glisse, parce que c'est arrivé quand même. Enfin, dans l'histoire de la gauche, il y a des périodes qui ne sont pas forcément glorieuses. Même sous Léon Blum, il y a des manifestations qui sont réprimées avec plusieurs morts. Et Blum se pose la question de savoir s'il doit même continuer, tant il est confronté à cet exercice de l'autorité. Et moi-même, et puis d'autres avant moi, Mitterrand aussi, ont été confrontés à cette situation. Et je termine sur les notions des gauches, des deux gauches, et des gauches irréconciliables. Il y a deux gauches. Je pense que la démonstration est suffisamment établie. Est-ce qu'elles sont irréconciliables? À certains moments, elles trouvent leur union quand il y a une défense essentielle de la République qui doit se faire, ou lorsqu'un mouvement social peut justifier qu'elles se réunissent, ces gauches. Mais elles ont du mal, quand même, dans l'exercice du pouvoir, à rester solidaires. Il n'y a pas d'exemple dans tout ce que j'ai décrit de la vie de la gauche sans qu'à un moment, une partie d'entre elles se mette de côté par rapport à la dureté même de l'exercice du pouvoir. Mais ce qui, pour moi, est le plus essentiel, c'est que si au sommet, il peut y avoir des divisions, au niveau de la base, si je puis dire, à hauteur de militants, à hauteur de sympathisants, d'électeurs, il y a une aspiration à l'union. Il y a toujours cette volonté d'être ensemble. Alors c'est vrai que dans les mouvements de conquête, on est unis, et quand on gouverne, on l'est moins. Et c'est ce qui devrait être la leçon à tirer. Est-ce qu'on veut gouverner? Première question. Si on veut gouverner, il faut être capable non seulement de s'unir, mais de rester ensemble tout au long de la période. Est-ce qu'on veut gouverner? C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de prendre toutes les conditions de l'exercice du pouvoir, y compris quand elles sont difficiles? Et enfin, est-ce qu'on est capable d'être à la hauteur de l'espérance qui est donnée? Et c'est ça le problème de la gauche. C'est quand même quand elle ne dit rien, ça peut arriver, on espère encore en elle. On croit qu'elle va faire plus que ce qu'elle a promis. Et j'ai été peut-être aussi l'objet de cette espérance qui va au-delà de ce qui est promis. Et ce qu'il faut essayer de faire comprendre aux citoyens, c'est que si on veut que la gauche gouverne dans la durée, il ne faudrait quand même pas qu'elle réussisse à faire tout son programme en 5 ans. Sinon, qu'est-ce qu'elle ferait après? Donc, il faut réfléchir à la suite. De ce point de vue, c'est ça le réformisme. Ce qui ne veut pas dire qu'on est loin du militant et moins du mouvement social. C'est qu'on doit avoir besoin du mouvement social pour trouver le débouché politique. Mais comme il a été dit, il n'y a pas de victoire sociale sans victoire politique. Merci.